Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous nous approchons le plus près possible des météores pour y être tôt le matin. Nous commençons la Grèce par beaucoup d'eau douce. Nous découvrons la Grèce alpine à Metsovo. Une chapelle à Orthovouni nous abrite pour la nuit. Oui, il faut apprendre à lire le grec. Le 11 mai 2022, nous sommes enfin au météore. Un autre lac solitaire pour passer la nuit. Le 10 mai 2022, nous avons principalement de la route à faire. Nous sommes au nord du pays et nous profitons du temps pour passer quelques cols, on ne prend donc pas l'autoroute. L'idée initiale de rejoindre le massif du Pindos n'est pas réalisable par manque de temps. On vise donc Metsovo. On passe ainsi dans l'industrieuse ville de Ioannina où se trouve le surprenant lac Panvotis. On commence la Grèce par beaucoup de verdure. Aussi appelé lac de Ioannina, il est très riche en faune aquatique, pourtant il est fortement menacé par la pollution notamment d'engrais agricoles. Optiquement, c'est un havre de paix. Nous ne sommes pas ornithologues, mais nous reconnaissons des oies semi-sauvages et des pélicans au loin. Nous montons vers Masia d'où nous avons cette vue retour sur le lac. Nous sommes un peu surpris en arrivant par les montagnes à Metsovo. C'est une ville bâtie de maisons en pierre sombre et couverte en partie de l'ose de la même pierre calcaire locale. Mais c'est surtout un site touristique submergé par les Grecs pour son air pur et frais. On dit que l'on y trouve la cabine téléphonique la plus froide de Grèce. Hormis beaucoup de Grecs venus en voiture particulière arrivent aussi plusieurs cars chargés d'écoliers en visite. Les touristes étrangers sont presque inexistants. C'est sans doute un des lieux grecs les plus atypiques de Grèce. On y vend du miel, des pâtes et des produits en bois de pin. Les arbres centenaires du parc sont impressionnants. Nous continuons sur les routes des montagnes vers l'est et ignorons les voies rapides plus bas dans la vallée. À une hauteur d'environ 1700 mètres, nous passons le col de Katara. Bien que l'on soit à 45 km à vol d'oiseau des météores, on aperçoit ces falaises emblématiques à l'est. Nous ne sortons pas d'autres appareils photographiques hormis la GoPro à cause du fort vent frais qui souffle ici. De l'autre côté du col, la route 6 descend en pente plus douce le long des versants nord de la rivière Malakasiotico. Nous cherchons ici de nouveau une chapelle pour passer la nuit et trouvons en une sous la route principale et accessible par le village Orthovouni. La chapelle assez moderne est ouverte mais sans intérêt architectural. Si on n'a pas encore vu de chapelle orthodoxe, c'est cependant une occasion de voir l'intérieur, elles ne sont pas toutes ouvertes. On n'est pas vu des maisons du village, mais bien sûr des habitants nous ont vu passer en arrivant bien que toutes les maisons semblaient closes. On a donc la visite d'un homme venu à pied du village sans but précis. Il nous salue en langue allemande, c'est apparemment un des nombreux immigrés en Allemagne revenus au pays pour la retraite. Nous traversons la ville de Kalambaka au sud du massif des météores pour commencer par la partie est ensoleillée le matin. Il forme ici une masse plus uniforme et moins haute que sur les côtés sud et ouest. Cette face du massif est dépourvue de monastères. Il y en a une vingtaine, ils se concentrent au nord-ouest et au centre de la vallée ouverte vers l'ouest. Nous avons décidé de visiter le monastère de la Sainte Trinité. C'est un des plus petits, des moins visités, des mieux positionnés avec vue sur la vallée de la rivière Péné. À notre avis, il est aussi le plus idéalement positionné sur un rocher isolé. Son escalier creusé dans la roche est assez récent et tout à fait spectaculaire. Il passe dans 2 tunnels et le reste du temps, il est ciselé dans la roche. L'entrée est comme partout de 3 €, on paye en haut. En étant montés par la route, nous voyons des camping-cars installés au bord de la route mais aussi directement sur les parkings des monastères. Certains ont clairement passé la nuit ici. Pourtant, nous avions lu que la police chasse les camping-cars, apparemment nous ne sommes pas encore en haute saison début mai. Leur nuit était sans doute tranquille, mais on n'a aucune protection visuelle.
Initialement, le monastère n'était accessible qu'avec un monte-charge vertical. On y visite 2 chapelles dont une est en travaux en 2022. Les fresques de la chapelle du monastère des Hagia Triada couvrent tous les murs et le dôme. Un chemin traversant le petit jardin rocheux mène à une terrasse rocheuse naturelle et à un des meilleurs points de vue, les maisons de Kalambaka apparaissent entre 2 grands rochers sombres. Le massif des météores est ouvert sur une grande vallée vers l'ouest, mais il y a plusieurs percées plus escarpées et souvent bien moins larges vers le sud. Il n'y a aucune explication sur place, on laisse visiblement ce travail aux nombreux guides de groupe qui peuvent effectivement raconter des histoires plus ou moins longues sur chaque monastère. Nous en faisons la connaissance en revenant du monastère. Le petit parking est alors plein et 2 grands bus touristiques sont garés le long de la route comme ils peuvent. Il est vraiment crucial de venir tôt le matin au météore, aussi au printemps. C'est le seul monastère que nous visitons au météore. Ils sont tous construits à la même époque et rénovés à peu près de la même manière. Dans aucun des monastères se trouve une vie monastique. Les moines visibles sont souvent des étudiants figurants. Des moines et surtout des sœurs se trouvent principalement dans les monastères clos à la visite. Il n'y a pas de ticket global pour plusieurs monastères, on y paye partout environ 3 €, ceux avec grand jardin sont parfois plus chers. Les heures d'ouverture sont variables et pas uniformes à tous les monastères. Ces heures sont toujours affichées aux accès des monastères. Contrairement aux photos que l'on peut avoir en tête, il y a une multitude de rochers et d'aiguilles rocheuses tout à fait vierges de construction. Nous sommes toujours dans la partie orientale des météores. Le monastère Agio Stéphanos est aussi construit en bordure de la vallée. Le monastère de Roussanou se trouve au centre de la vallée, nous le voyons de plusieurs points de vue et sous divers angles. Les rochers forment aussi des grottes où des moines ermites séjournaient plusieurs années. Il se trouve dans des rochers au sud-ouest du massif. La grotte appelée Prison des Moines est une des seules orientées vers le nord. Elle est visible à droite du monastère. Nous voici à un belvédère naturel au centre de la vallée des météores. Le site serait tout aussi fantastique sans tous ces monastères. Il serait alors sans doute moins connu et accessible moins aisément. Le monastère du Grand Météore et monastère de Varlam sont construits face à face. Le monastère du Grand Météore est le plus haut positionné et le plus grand de tous les monastères des météores. Une première chapelle est construite au XIVe siècle, mais le monastère actuel date du XVIe siècle. Le monastère de Varlam est construit au XVIe siècle, mais un moine occupe le site depuis le XIVe siècle. Il commence à faire chaud dès 11 heures, l'air devient brumeux, il y a de plus en plus de touristes et une circulation dense entre les rochers. Nous voulions rester ici,
mais le camping n'est pas accueillant et en y passant en voiture, les restaurateurs tentent de nous attirer sur leur terrasse alors que nous sommes en train de conduire. Nous partons donc des météores. Nous recherchons un dernier point de vue. Celui qui n'est indiqué nulle part, au sud de la ville et retour sur le versant sud de ces falaises impressionnantes. Il y a la petite colline surmontée de la chapelle du prophète Élie, mais il fait trop chaud pour y monter. On cherche donc une route entre les champs à partir du stade de Kalambaka. Nous roulons vers le sud. Mais à la ville de Karditsa, nous tournons à droite pour monter dans les montagnes à l'ouest. On fait un bond de plus de 700 mètres de dénivelé en passant par le village de Moscato pour monter au lac artificiel de Tekniti Limni Plastiraropo. Au bord nord de ce lac se trouve une route à l'abandon. Des genévriers poussent dans les irrégularités de l'asphalte et il ne reste qu'une voie visible des deux qui devaient exister quelques années plus tôt. C'est ici que nous trouvons un emplacement pour la nuit très solitaire. Pourtant on n'est pas les premiers ici, il y a plein de déchets de pique-nique dans l'herbe haute. Nos seuls voisins sont des grenouilles qui s'activent en soirée, mais qui se taisent la nuit. Nous voyons ici nos premières tortues vues en Grèce. On les trouve toujours loin des agglomérations et aussi loin des maisons isolées. La raison est aussi simple que triste, près de toute habitation se trouvent en Grèce des chiens errants. Ils ne sont pas méchants envers les hommes, mais fatidiques pour les tortues sans défense. Hors saison, elles se chauffent aussi souvent sur l'asphalte, ce qui peut aussi se terminer fatalement. Le petit déjeuner au bord du Limni Plastira est bien tranquille. Nous pourrions filer vers Delphes et visiter le site dans l'après-midi du 12 mai 2022, mais nous sommes en vacances et nous ressentons notre âge qui nous freine dans l'enfilement de visites sans pause. On fait donc une journée de petits sites comme le temple archaïque d'Apollon Métropolis. Le temple dorique est construit vers 550 avant notre ère. Il était à l'origine en bois, qui a été progressivement remplacé par du grès tendre local et des briques tandis que le toit était couvert de tuiles corinthiennes. Après un feu, le temple est abandonné au IIe siècle avant notre ère. Le toit effondré a couvert la base du temple et il est resté en place ainsi jusqu'à sa redécouverte en 1994. Le grès tendre et sablonneux est du même type de roche que les météores, il est vite érodé quand il est sous terre comme c'était longtemps le cas pour les restes de ce temple. On conserve actuellement les pièces en place avant de chercher à comprendre quelle forme le temple pouvait avoir. On ne connaît donc même pas la hauteur d'origine. Ces informations nous ont été données par une des archéologues travaillant sur le site et qui parle très bien anglais. Venant de Karditsa, nous rallions Delphes avec une autre pause au golfe Maliac. Ce golfe a des bords très plats et vaseux. Le cap triangulaire entre os pointe dans cette platitude de la côte sud vers le nord. Au bout se trouve un phare et c'est notre raison primaire de nous y rendre. Le phare Scarfia est en fonte, donc préfabriqué, on ne voit pas de plaque d'un fabricant, mais il s'agit sans doute d'une fabrication française très commune de la fin du XIXe siècle. Il date concrètement de 1890 et il se trouve dans une enceinte murée contenant une petite maison de gardien et quelques cabanes annexes. On dit que le phare se trouve à 1000 milles marins d'Istanbul. Or, la distance n'est même pas de la moitié. Près du phare se trouve une petite plage, nous y préparons une salade grecque pour midi. Un couple vient avec une petite voiture immatriculée localement. Il tourne comme nous autour du phare en prenant des photos. Il nous approche finalement et se présente comme photojournaliste. Ils tiennent même à nous prendre en photo avec la salade grecque qui les impressionne beaucoup. Nous nous demandons dans quel journal local apparaîtra notre photo avec une histoire du phare. De retour à la maison, nous trouvons des photos en ligne sur le site du journal de la Mina. La platitude est impressionnante. La montagne triangulaire se trouve sur l'île B. En continuant vers Delphes, nous passons l'énorme statue de Léonidas et ses 3000 Spartiens, les histoires guerrières ne nous intéressent pas trop. Non loin se trouvent les sources chaudes de l'Outra-Thermopylon. Elles sont déviées vers un bassin accessible librement, mais ce n'est pas spécialement beau. L'eau a environ 40 degrés, mais ce n'est pas tentant quand il fait près de 30 degrés au soleil. C'est peut-être plus intéressant en hiver. La route en direction d'Itea monte ensuite sur un col de 880 mètres d'altitude vers Anom Pralo. Ces cols sont chaque fois un dépaysement total car la végétation devient alpine et les températures chutent à chaque fois. C'est aussi le cas quand on voit la mer en bas. Après Amphissa, on passe dans la plaine agraire. Plus haut se trouvent des champs de céréales,
plus bas suit une énorme oliveraie qui s'étend jusqu'à la mer. Nous voilà au camping Crissa à Delphes. Demain matin, nous serons dans le site historique. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.